C'est la suite de ces 24 heures chrono de l'International. Merci d'être toujours avec nous. Et cette fois, nous sommes en Asie, à New Delhi, capitale de l'Inde, évidemment, capitale politique, mais aussi économique. 250 000 habitants intramuros et au total, plus de 16 millions d'habitants dans tout le territoire de Delhi. C'est la deuxième agglomération indienne après Bombay, ville créée au XXe siècle. On va le voir centrale au point de vue géographique. Le secteur des services y est particulièrement développé, notamment dans l'informatique, les télécoms, la banque et bien sûr le tourisme. Pour en parler, 4 invités en plateau avec nous, à commencer par Anne-Laure de Monlivaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes française, vous avez vécu un peu plus de 4 ans en Inde, à New Delhi en l'occurrence, avec des enfants, et on en parlera évidemment pendant cette émission. Fabien Gangaro, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocat chez UGGC Avocat, un cabinet qui travaille beaucoup avec l'Inde, et vous êtes souvent sur place pour rencontrer des clients français qui veulent s'implanter à New Delhi en particulier. Nicolas Ribollet, bonjour. Bonjour. Vous êtes du cabinet Mazars, un cabinet qu'on connaît bien pour ses 24 heures chrono international, puisque vous aidez, vous assistez des entreprises à s'implanter dans différents pays, et en l'occurrence vous, en Inde. Et enfin, Jérémy Grasset, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG, c'est CEO comme on dit, mais vous êtes PDG de Shanti Travel, qui est une agence de voyage qui, évidemment, vu le nom, propose beaucoup de voyages vers l'Inde. C'est ça, vers l'Inde et vers l'Asie. Et vous avez un bureau, une représentation en tout cas à New Delhi. Voilà. Pour commencer, on va parler de la qualité de vie à New Delhi, en Inde en général, mais notamment à New Delhi, qui a ses spécificités, notamment parce que c'est une ville moderne qui a été récente, qui a été créée au XXe siècle. Comment on pourrait comparer, Anne-Laure de Monlivaud, la qualité de vie à New Delhi? Alors, pour un Français qui débarque, qu'est-ce qui frappe le plus, qu'est-ce qui choque le plus quand on arrive et qu'on veut s'installer là-bas? C'est dur, New Delhi. C'est une ville qui est difficile. À l'arrivée à l'aéroport, d'ailleurs, on est pris à la gorge par une odeur assez particulière. Delhi, c'est une ville qui a une odeur un peu féreuse, parce que c'est une énorme mégalopole. Vous l'avez dit, vous avez parlé de 16 millions d'habitants. Moi, je pense qu'on est même au-dessus des 20 millions, parce qu'en fait, tout n'est pas complètement contrôlé en termes de population à New Delhi. Et puis c'est une ville où il y a plein de choses qui se passent dans la rue en permanence. Donc beaucoup de monde partout. Et puis des grands décalages entre les différents quartiers, des quartiers très verts, une grande verdure. On a été impressionnés quand on est arrivé en famille à Delhi de voir tous ces arbres dans ces grandes avenues de Delhi. Donc ce beau Delhi de 1911, en fait, c'est quand c'est devenu la capitale de l'Inde, les Britanniques ont choisi de transférer Calcutta, leur capitale de Calcutta à Delhi. Et donc c'est une belle ville d'histoire aussi. Donc voilà, il y a plein de contrastes, une grande ville de contrastes, je dirais, pour Delhi. Et bien, de tous ces contrastes, on en parle juste après ça. La suite de cette émission consacrée donc à New Delhi, capitale de l'Inde évidemment, avec donc ces contrastes et ces chocs culturels qu'on peut éventuellement vivre quand on est un Français qui arrive et qui compte s'implanter, s'installer, s'expatrier évidemment dans cette ville indienne. On peut en parler aussi. Jérémy Grasset, vous j'imagine aussi vécu à chaque fois lors de vos voyages, ou au moins lors de vos premiers voyages, ce choc culturel. Oui, moi, la première fois que je suis allé en Inde, c'était en 2001. Donc avec mon sac à dos, et puis j'avais voyagé pendant 6 mois autour de l'Inde. Et comme j'avais rien compris, j'ai décidé de retourner y vivre pour travailler.
Et ça m'a beaucoup plu. En 2004, je me suis retrouvé à Delhi, qui était à l'époque une ville avec pas trop de trafic, pas trop de voitures. Et en fait, c'est une ville qui avait choisi dans ses règles urbaines de ne pas aller de manière verticale, mais plutôt de faire un étalement urbain. C'est une grande ville qui fait 40 km par 60 km. Et du coup, les banlieues ont beaucoup grandi. Donc Noida ou Gurgaon, qui sont les deux plus connus, ou Faridabad. Et donc en fait, on se retrouve avec une mégalopole de 25 millions d'habitants qui est en train de presque de fondre vers Jaipur, alors que c'est à 300 km. Et donc l'étalement urbain fait qu'il y a beaucoup de trafic, il y a beaucoup de voitures. Heureusement, on a le métro maintenant. Donc on a 2 grandes lignes de métro qui ont été construites assez rapidement. Et maintenant, il y a 2 cercles autour de ces lignes de métro qui permettent quand même de décongestionner et d'aller vite des endroits qui sont desservis. Et après, c'est une ville qui fonctionne par quartier. Donc en fait, on a plein de petits quartiers avec des marchés au centre qui sont agréables, où on peut faire les courses de proximité. Et après, elles vont s'étaler dans ces différents quartiers très stratifiés socialement, avec des interstices urbains où on va retrouver, disons, des bidonvilles, mais qui ne sont pas des endroits forcément où ce sont des populations pauvres qui vivent, mais des gens de classe moyenne qui ont une difficulté à l'accès, puisque chaque jour, je crois qu'il y a 500 familles qui arrivent à New Delhi, plus dans les banlieues. Qui arrivent des campagnes. Qui arrivent des campagnes. Donc c'est vraiment, on est en plein exode rural et les grandes villes attirent en fait la population. Donc il y a un écosystème très fort. Sur le coût de la vie, quand on veut s'expatrier à New Delhi, ça représente quoi? Le logement, les courses? Quelques années, c'était assez abordable. Et donc, il y avait beaucoup de gens qui se lançaient sur New Delhi. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus cher. On va parler, par exemple, pour un appartement avec 3 chambres dans un quartier pas très chic, ça va être 50 000 roupies. Donc, aux alentours de 700 € à peu près, 650 €. Et pour un bel appartement dans un beau quartier, on va être aux alentours de 100 000 roupies, un lac, comme diraient les Indiens. Et donc, ça va faire aux alentours de 1400, 1500. Et après, il y a des endroits plus luxueux en fonction des quartiers où on va être à 3000 ou 4000 € par mois à peu près. Sur ce point du logement, peut-être par rapport à la comparaison, notamment par rapport à Bombay, parce que c'est toujours une des questions qu'on peut avoir en disant New Delhi, Bombay, Bangalore sur les lieux d'emplacement. Ouais. New Delhi est un petit peu moins cher en termes d'immobilier. Toutes les grandes villes indiennes sont extrêmement chères au niveau des logements, sachant qu'on pour un expatrié, on ne peut que louer. On ne peut pas acheter de logement. Donc c'est forcément via la location. Et New Delhi est un peu plus abordable que Bombay, aussi parce qu'il y a plus d'espace et effectivement l'agglomération s'étend sur une distance plus importante à New Delhi qu'à Bombay, qui est un environnement plus restreint. Alors de mon niveau, vous conseillez de choisir quel quartier pour un expatrié qui arrive et qui ne connaît pas? Bah écoutez, nous on a au début eu la chance d'habiter à côté de l'ambassade, donc dans le quartier assez international de Chanakapuri, qui est le quartier des ambassades, qui est un quartier très agréable, très vert, calme. Assez privilégié, on va dire. Après, je pense qu'il y a beaucoup de quartiers de l'Ouest, en particulier, West End, Vasant Via. Enfin, il y a différents quartiers. Les Français ne sont pas à un endroit d'ailleurs en particulier. Les Français se répartissent un petit peu partout. On prend beaucoup de conseils pour savoir où est-ce qu'on va s'installer. Nous, à la fin, on a la privilège aussi d'habiter un petit peu plus loin, parce qu'on a eu... notre famille s'est agrandie en Inde, et donc on s'est excentré un petit peu dans ce qu'on appelle les farmhouses, qui sont d'anciens terrains de farmers, donc c'est super privilégié, mais dans une belle maison un petit peu à l'extérieur du centre-ville. Fabien Guinguereau, vous diriez qu'il faut, pour un Français, essayer de s'intégrer. Est-ce que c'est facile de s'intégrer et de rencontrer des Indiens, ou est-ce qu'on reste souvent dans la communauté française de l'Inde? Alors, il y a la tentation qu'ont tous les Français à l'étranger de rester communautaires et de rester entre eux, et ça se vérifie en Inde et ça se vérifie ailleurs. Donc je dirais que sur l'ensemble des personnes françaises que j'ai pu rencontrer en Inde, il y a une grande partie qui, de toute façon, par la délimitation de leur séjour en Inde, c'est-à-dire ils partent pour des séjours de 2-3 ans maximum, en expatriation, en poste, en détachement, etc. Eux vont avoir une tendance assez forte à rester entre eux. Ils viennent parfois avec leur famille, donc ça contrarie un peu les choses. Alors évidemment, tout l'intérêt de vivre en Inde, c'est aussi de partir à la découverte des gens qui y habitent et de faire des rencontres et faire nouer des amitiés, etc. Alors c'est là non plus, et comme partout ailleurs, c'est pas forcément facile
facile pour tout le monde, étant donné qu'on va en reparler tout à l'heure, que l'Inde offre une complexité culturelle à laquelle nous ne sommes pas forcément habitués ou préparés, et certains s'y font très bien et trouvent les clés de compréhension des Indiens, et d'autres pas du tout. Donc on va être sur un entre-deux, c'est une réponse un peu mitigée, mais bon, l'essentiel étant d'essayer, à mon avis, de s'intégrer et de rencontrer des gens. Jérémy Grasset sur ce point. Ouais, moi je serais plus positif que ça. Je trouve que c'est un pays où les Indiens sont très accueillants avec une grande tradition d'hospitalité envers les étrangers. Et donc très vite, on est invité à dîner ou à déjeuner chez eux. Et en fait, la différence, c'est que la notion d'amitié, elle est beaucoup plus forte et beaucoup plus engageante. C'est-à-dire que quand on est un ami, on a des devoirs et que les premiers temps, en fait, on les comprend pas. Et ces devoirs d'être ami, c'est d'être là dans les moments durs, dans les moments de joie, dans les mariages, si quelqu'un va à l'hôpital. Et en fait, ces amitiés très longues, très fortes, qui se construisent, et ces amitiés pour la vie. Contrairement peut-être à d'autres pays où les gens peuvent être plus avenants au démarrage, les Indiens, vont peut-être un peu plus être en retrait. Et ensuite, par contre, une fois que cette amitié est créée, c'est vraiment assez magique. Et moi, ça fait 15 ans que j'ai des amis qui sont les mêmes. Et à chaque fois que je retourne à New Delhi, je les retrouve. Et on fait la fête ensemble, on en profite. Et c'est vraiment très agréable. Alors on va parler justement de l'ambiance dans la ville, et notamment de la vie culturelle, avec le témoignage de Franck Barthélémy, qui est conseiller du commerce extérieur à New Delhi. Bonjour, je suis Franck Barthélémy, je suis conseiller du commerce extérieur, conseiller consulaire et surtout marchand d'art. Je vis en Inde depuis les années 90, j'habite à Bangalore. Je viens souvent à Delhi pour mon travail, mais aussi pour profiter de la vie culturelle de la capitale. On y trouve de très belles expositions, souvent organisées par des galeries d'art, des musées, parfois des institutions étrangères comme l'Alliance française ou le Goethe Institute. On a aussi l'opportunité de profiter de nombreux concerts, souvent de musique classique indienne, bien sûr. On peut profiter aussi de quelques belles pièces de théâtre dans une diversité de langues vraiment impressionnante. On peut aussi profiter des événements organisés par la communauté culturelle, comme l'India Art Fair, qui a lieu tous les ans maintenant depuis une dizaine d'années et qui offre le spectacle de la scène artistique contemporaine indienne. On peut aussi voir à Delhi de très beaux musées privés, comme le Kiran Nadar Museum of Art, un musée qui renferme une collection d'art exceptionnelle et très certainement la plus grande collection d'art du pays. Alors de Monlivo, vous avez pu profiter de toute cette offre culturelle de New Delhi ? Oui, alors nous, on a commencé surtout par visiter Delhi parce que c'est une très belle ville. On sait qu'elle n'a pas toujours la cote auprès des touristes parce que c'est une ville qui est difficile, qui est un peu sale, qui a d'autres inconvénients, mais qui a déjà beaucoup de choses à offrir au niveau culturel. Plein d'endroits à visiter. C'est une ville qui s'est construite par strates successives avec plein de monuments moghols en particulier, donc toute une culture venue de Perse, etc. Enfin, c'est assez extraordinaire. Après, au niveau culturel, moi, je suis un petit peu plus réservée que M. Barthélémy, que je connais, parce que c'est une culture d'initiés. Enfin, l'Inde, c'est la culture indienne. Donc, que ça soit dans le théâtre, dans l'art, dans le cinéma, etc., c'est tout. À chaque fois, c'est l'Inde. Enfin, voilà, c'est 100% culture indienne. Ils ont leur propre culture, leurs acteurs dans le cinéma, c'est Bollywood, leur musique, etc. Ça demande beaucoup de temps. Ça demande du temps. Voilà, ça demande d'être initié, ça demande de prendre le temps de connaître, de se faire expliquer. Et alors après, à partir du moment où on est initié, on savoure. Mais c'est pas si accessible que ça à portée de main, je trouve. Voilà. On peut parler aussi du problème de sécurité maintenant, on part à l'opposé. Est-ce que vous avez senti, vous, notamment en tant que femme, des problèmes de sécurité en arrivant à New Delhi, ou même plus tard d'ailleurs ? Alors moi, je me suis jamais sentie en insécurité à New Delhi, et ça, j'aime le dire parce que je trouve que c'est important de le dire. Jamais en insécurité. Alors après, j'étais toujours prudente dans la façon de m'habiller en particulier. Je pense qu'il faut comprendre que nous, occidentaux, pas du tout le même rapport au corps, notamment à la nudité. Donc le corps est masqué. Enfin, chez les femmes, on se voile, on se couvre. Au Rajasthan encore, il y a encore cette tradition un peu du pourda. Vous savez, c'est-à-dire les femmes se voilaient au regard des hommes, en fait, se masquer, se cacher au regard des hommes. Et ça existe encore, ça se perdure encore dans les campagnes où on voit des femmes qui se voilent.
Donc je pense qu'il faut être respectueux de ça. Et moi, j'ai essayé de... Voilà, j'ai ma garde-robe parisienne, c'est pas la même que ma garde-robe indienne. J'avais des robes longues en Inde, j'étais assez couverte, etc. Et donc, j'ai jamais été ennuyée. Et pourtant, je me suis promenée dans des marchés. Enfin, je veux dire, je suis sortie quand même de chez moi. Voilà, et j'ai jamais eu de sentiment d'insécurité. Voilà. Fabien Guinguereau, c'est une problématique, la sécurité? Alors là encore, n'étant pas une femme, je ne suis pas forcément à même de livrer le bon point de vue là-dessus, mais des échos de l'ensemble des femmes avec qui j'ai pu en discuter, la sécurité en Inde, elle peut être un sujet. Pour autant, le fait de suivre des règles de sécurité et de prudence de base, les mêmes qu'on suivrait en fait partout ailleurs, suffit à s'en prévaloir. Alors après, j'ai envie d'ajouter qu'il y a aussi un phénomène d'insécurité qui affecte différemment les gens selon leur statut social. Quand vous vivez dans le sud de Delhi, que vous êtes par conséquent étranger, que vous avez accès à une voiture, à des taxis ou à un chauffeur, etc., vous allez dans des endroits de sociabilité qui, de base, le postulat, c'est qu'ils sont déjà sûrs. Ensuite, votre retour est également assuré parce que vous avez le bon outil pour rentrer et vous assurer que le trajet est le bon, que tout va bien se passer. Donc, on est déjà privilégié dans ce rapport-là. Ça ne n'empêche pas, en tout cas, de suivre, d'être prudent et de faire preuve de bon sens. Mais sur la sécurité, attention, on n'est pas au niveau de ce qu'on peut retrouver dans certains pays d'Afrique ou d'Amérique latine. Les questions de sécurité, il y a des questions effectivement plus de société, de mœurs et du statut de la femme. Mais globalement, la sécurité, on n'a pas besoin de véhicules blindés, on ne se fait pas hijacker au coin de la rue, il n'y a pas d'attaque à domicile, on n'a pas besoin de panic room, on n'est jamais en insécurité quand on est dans sa voiture et qu'on est conduit, on ne va pas se faire arrêter au carrefour et se faire braquer. Donc on est quand même dans un environnement globalement qui est plutôt sûr, évidemment à condition de prendre les précautions qui s'imposent lorsqu'on est dans un pays et dans des villes de la taille de Delhi. Hein. On va parler des autres points négatifs qu'on pourrait rencontrer à New Delhi dans un instant. New Delhi, c'est la ville dans laquelle nous voyageons pendant cette heure des 24 heures chrono de l'international. On parlait des différences culturelles, des problèmes de sécurité. Il y a aussi cette différence de traitement entre les hommes et les femmes. Vous l'avez vécu, ça? Oui, moi je pense qu'on le sent assez fort. Hein. C'est-à-dire que moi, j'étais conjoint accompagnant, je ne travaillais pas. Et donc, on parlait toujours à mon mari. Enfin, je veux dire, quand on rencontrait quelqu'un dans la rue, dans un commerce, n'importe où, les gens s'expriment. Parle à mon mari à côté de moi. Et donc moi, je n'existe pas. Enfin, comme si j'étais pas important. Donc là, d'ailleurs, alors petit à petit, les choses ont un peu changé avec les gens qu'on côtoyait au quotidien. Ils ont compris qu'on avait un fonctionnement, nous, de couple et de famille beaucoup plus équilibré, avec une répartition des rôles, certes, mais qu'il y avait un certain équilibre, que je n'étais pas une femme soumise à mon mari, que je gérais certaines choses, notamment la dimension financière. Voilà. Donc oui, il y a et puis le statut de la femme en Inde, il est compliqué. Il y a beaucoup de violences conjugales, beaucoup de violences. Je me suis occupée d'un orphelinat de jeunes filles, un foyer de jeunes filles qui avaient vécu des différents types de violences, qui étaient soutenues par une organisation française qui s'appelle Main Tendue, qui lève des fonds et qui soutient des ONG de Delhi. Et c'est vrai qu'on a vu que ces jeunes filles, ces petites filles, elles étaient recueillies dans ce foyer parce qu'elles étaient victimes d'énormément de violences, de mauvais traitements. La femme, on sait, on préfère avoir un garçon à la naissance qu'une femme. Une fille, ça coûte cher. Il faut investir sur elle. Il faut la doter pour le mariage. Enfin, donc aujourd'hui, d'ailleurs, il y a un déficit de femmes en Inde par rapport au nombre d'hommes, parce qu'il y a eu énormément d'avortements de femmes. Donc voilà, donc il y a un vrai sujet qui est pas, c'est pas terminé. Enfin, voilà. C'est un sujet sur lequel il y a certains progrès, et notamment au niveau de nos entreprises, on le voit. Nous,
on a un sujet, on recrute à peu près à parité les débutants, et arrivé à un stade de manager, on a du mal à conserver les femmes parce qu'il y a une pression sociale pour qu'elles retournent au foyer. Donc on en a de plus en plus qui arrivent au niveau manager, qui restent associés, qui progressent dans l'organisation. Donc il y a un progrès, mais évidemment la société lutte un peu contre ça, donc il faut un peu de temps. Mais globalement, moi, sur les 10 dernières années, j'ai vu on arrive à garder de plus en plus de femmes au niveau des fonctions de direction, mais ça reste une minorité. Donc les sujets de parité et de place de la femme progressent, mais restent quand même un vrai sujet. Et beaucoup des entreprises internationales sont logées à la même enseigne, avec du coup plus d'hommes au niveau des fonctions de direction. Même si nous, on fait des efforts pour essayer de pousser et d'avoir plus de femmes qui restent dans nos organisations à un niveau de seniorité important. Il y a une autre spécificité à la société indienne qui est le système des castes. Est-ce que ça pose un problème, notamment en entreprise? En tout cas, est-ce qu'il faut le comprendre en arrivant? Alors ça a un impact. Alors c'est un sujet complexe parce que le système des castes, pour nous, c'est quand même assez difficile à décrypter parce que c'est le millefeuille de la société avec à la fois des castes, des sous-castes, mais aussi des communautés. Et donc, il y a une identification des personnes par rapport à leur région d'origine, leur communauté, leur positionnement dans la société qui est un peu transparent pour nous, pour des étrangers. Ça a toujours un impact dans les organisations. De moins en moins dans les organisations internationales où on met en place des méthodes de travail et de management qui sont les mêmes que à d'autres endroits dans le monde. Mais ça reste un facteur qui est toujours présent dans la société et auquel on se heurte parfois. Et donc, il peut y avoir des éléments de conflit ou des éléments interpersonnels qu'on ne va pas forcément comprendre, mais qui peuvent être parfois décryptés par ces questions de caste ou d'origine sociale ou de communauté. Ouais, et de religion aussi. Moi, et de religion la partie religieuse, je pense que de notre regard d'occidental, on ne peut pas complètement comprendre l'Inde si on ne comprend pas le phénomène religieux. Nous, on vient d'une société occidentale, assez individualiste, laïque, et on se retrouve en Inde parachuté dans une religion, dans une société très spirituelle, très religieuse et très communautaire, où on vit justement par sa communauté. La communauté décide pour nous. D'ailleurs, le prénom d'un bébé, en Inde, moi j'ai donné un prénom à mon bébé le premier jour où il est né. C'est la première chose qu'on a fait, c'est de nommer notre enfant. Et ma maid, qui travaillait à la maison, qui a eu un enfant à 4 jours d'intervalle du mien, a mis 1 mois pour donner le nom de son enfant. Parce que toute la famille s'en est mêlée. La communauté, chacun a donné son avis sur le nom de l'enfant. Donc voilà, et on vit par la communauté. La communauté décide pour nous. Et au regard de la communauté, d'ailleurs c'est extrêmement important, une jeune fille, elle n'a pas la même façon de se vêtir, de se comporter qu'une femme. À partir du moment où une femme se marie, elle devient femme et donc il faut qu'elle montre, voilà, par ses vêtements, qu'elle est mariée. Donc voilà, je pense qu'il faut aussi bien comprendre cette dimension religieuse qui fait que même dans le boulot, enfin j'imagine, dans le business, c'est compliqué parce qu'il y a plein de fêtes, il y a tout le temps des jours fériés, il y a vraiment un respect à avoir de cette dimension religieuse que nous, on ne comprend pas d'emblée. Fabien Guingreau, vous conseillez donc des entreprises qui veulent s'installer en Inde et à New Delhi en particulier, toute ce millefeuille de castes, de communautés, de religions. Vous l'expliquez avant, c'est nécessaire de l'expliquer aux chefs d'entreprise qui veulent ouvrir une filiale en Inde, par exemple? Oui, alors je l'explique pour essayer de les en libérer, en fait. Parce que généralement, un des clichés absolus de l'Inde sont les castes, la place de la femme, etc. Enfin, les gens arrivent avec des idées préconçues, pas forcément fausses, mais ils arrivent avec ces images. Et j'essaie très vite de les en éloigner, parce qu'au bout du bout, eux, et surtout, viennent pour investir, pour faire du business. Donc si vous êtes dans une position investisseur, mieux vaut ne pas essayer de couper les cheveux en 4, à essayer de comprendre ce qui représente un millefeuille culturel et identitaire indien, ce qui en fait est impossible à comprendre tant que vous n'avez pas vécu dans le pays, que vous n'avez pas vu, compris, assimilé ces éventuelles confrontations ou problèmes entre telle ou telle communauté, telle ou telle classe sociale ou caste. Donc moi généralement j'aborde les choses avec eux, mais pour évacuer le sujet. C'est-à-dire voilà. La sagesse, c'est de comprendre qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'il y a une telle diversité qu'on est face à parfois des cloisons de verre où on se heurte parfois à la paroi, mais globalement on a une réalité face à nous qu'on ne comprend pas totalement. Après, dans le monde de l'entreprise, globalement il y a une cohabitation qui est bonne pour faire des affaires entre les différentes communautés, castes, religions. C'est des sujets qui sont sous-jacents.
donc qui peuvent permettre d'expliquer certaines relations interpersonnelles, mais qui posent pas de difficultés quotidiennes dans les entreprises. Non, mais ça permet d'être bien armé. Il y a des bandes dessinées qui s'appellent Amar Chitrakatha, je ne sais pas si vous les connaissez, c'est 400 bandes dessinées qui racontent chacun des petits morceaux de la mythologie indienne ou des héros locaux ou de l'histoire. Et tout ça se mélange dans l'esprit indien, on ne sait jamais si c'est la mythologie ou l'histoire. Et en fait, en lisant ces bandes dessinées qu'on trouve en Inde, on apprend beaucoup de choses justement sur le système des castes qui sont interdites par la Constitution. Mais en fait, le nom de famille en Inde du Nord porte la caste. Donc en fait, on sait avec le nom de famille, donc dès qu'une personne nous est présentée, on sait sa caste. Ou sa non-caste. Et en fait, pour l'expliquer, il suffit de rapprocher un petit peu vers le système du tiers-état en France, c'est-à-dire qu'on aurait les nobles, qui sont les kshatriyas, ceux qui se battent qui ont le pouvoir et l'armée, les brahmanes, qui seraient un peu le clergé, qui en fait le clergé gère les affaires autour du temple et doit être servi par des gens qui font partie de sa caste pour manger, par exemple, d'une manière traditionnelle. Ensuite, on a les Vaishyas, qui sont des gens qu'on retrouve beaucoup dans les univers du monde des affaires, puisque c'est des castes marchandes, et ils font des affaires depuis 2500 ans, et ils sont entraînés à faire des affaires. Donc, disons, quand on arrive avec nos écoles de commerce, 3 ans d'école de commerce, on est un peu léger face à une lignée de Vaishyas marchands depuis quelques milliers d'années. Et ensuite, on a le tiers-état, c'est-à-dire les gens qui travaillent vraiment au sein de ces élites économiques. Et ensuite, comme toujours en Inde, ce qui est vrai à un endroit est faux ailleurs, ça se mélange. Mais on va retrouver, par exemple, beaucoup de propriétaires d'hôtels qui sont des kshatriyas, parce que c'était ceux qui avaient les forts qui ont été retransformés en hôtels. Donc on est confronté, c'est une couche sous-jacente. Les castes restent chez les musulmans présentes, les castes restent chez les bouddhistes présentes, mais elles se diffusent et se mélangent. On parlait tout à l'heure du climat des affaires. On va écouter le témoignage de Payal Kanwar, qui est secrétaire général de CCI France en Inde. Alors, l'Inde est un marché en plein essor. Aujourd'hui, c'est la 6e puissance mondiale, avec une croissance dans les 7,5 à 8% dans les prochaines 2-3 années. Au niveau de la présence française en Inde, nous avons plus de 1000 établissements qui sont implantés dans le pays, avec des emplois de 300 000 Indiens. Alors, les affaires en Inde, on a évoqué tous ces problèmes de communauté, des problèmes finalement de différences culturelles. Il y a évidemment aussi des fonctionnements différents en matière de vie économique, de fiscalité, de création d'entreprises. À la Banque Mazars, évidemment, c'est pas une banque, pardon, c'est un cabinet de conseil Mazars. Vous avez évidemment l'habitude de traiter ce genre de problématiques quand vos clients vous demandent. Nicolas Ribollet, qu'est-ce qui change fondamentalement en termes de création d'entreprises ? Alors, la création d'entreprises, notamment en ce qui concerne les investisseurs étrangers, elle est ouverte dans un assez grand nombre de secteurs en Inde. La plupart des secteurs sont aujourd'hui avec des possibilités d'investissement. Il reste encore quelques secteurs fermés, comme les questions de la grande distribution multimarque alimentaire, mais sinon, la plupart des secteurs sont possibles en termes d'investissement. Donc l'Inde offre des facilités là-dessus. Les choix qui peuvent être faits par les entreprises, c'est soit un établissement en propre et la création d'une filiale en Inde, ou la création d'un bureau de représentation, voire la possibilité de créer une joint venture. La question des joint ventures, elle était beaucoup là, notamment au début de la libéralisation indienne dans les années 90, parce qu'il y avait des seuils de 50% d'investissement qui obligeaient à avoir des partenaires. L'obligation d'avoir un partenaire indien à plus de 50%. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, en tout cas dans un nombre plus limité de secteurs. Donc aujourd'hui, une entreprise française, dans la plupart des secteurs de l'industrie et des services, ont la possibilité d'avoir le contrôle de leur filiale. Donc là, c'est vraiment un choix de savoir s'il faut travailler avec un partenaire ou y aller en propre. Les questions de constitution de sociétés et de création de sociétés sont pour le coup pleines de démarches administratives, mais c'est pas le parcours du combattant le plus difficile en termes administratifs en Inde. La gestion de la société, la gestion de la fiscalité après sont plutôt des sujets
Et globalement, on a aussi quand même une amélioration des procédures depuis quelques années. L'Inde est passée en 2014, était à la 143e place mondiale au niveau du classement Ease of Doing Business de la Banque mondiale et a progressé aujourd'hui 77e. Donc en l'espace de 4 ans, il y a eu beaucoup de réformes qui ont été faites. 77e, c'est pas encore un niveau qui correspond aux ambitions du gouvernement indien, mais c'est des progrès sensibles. Ils ont gagné 23 places cette année. Notamment grâce à la numérisation des démarches. Notamment grâce à la numérisation des démarches, l'informatisation, grâce à des réformes comme l'harmonisation de la TVA, le système de TVA, et on parlait de ces réformes-là depuis une dizaine d'années, étaient différents suivant les États. L'Inde est un pays fédéral avec 29 États. Et le gouvernement indien a réussi à harmoniser ce système de TVA qui s'appelle la GST. Et donc ça, c'est quand même un progrès substantiel en termes de nombre de déclarations et de complexité des taux et des règles à appliquer. Ça, c'est un des vrais sujets qui a été réformé. Et un certain nombre de mesures pour faciliter la vie des entreprises. Il reste beaucoup de sujets administratifs et réglementaires et fiscaux à régler. Donc l'idéal là-dessus, c'est vraiment de s'entourer des bons experts. Et ne pas oublier non plus en termes de business model qu'il y a un certain nombre de choses et de démarches qui peuvent prendre du temps en Inde. Et la gestion du temps dans les aspects culturels, on n'en a pas encore parlé, mais le temps peut être un peu élastique. Et donc pour nos business, et notamment pour des sociétés, notamment celles de taille plus petite, pour une PME, voire une ETI, il faut bien calibrer les business plans en termes de timing et en termes de cash flow pour être sûr de ne pas être bloqué par c'est ça, pour faire face à ces démarches qui peuvent prendre beaucoup plus de temps qu'on l'imagine. Fabien Gingros, c'est-à-dire qu'il faut de l'argent de côté pour tenir. Alors, il faut être bien entouré, ça c'est la première chose, et il faut effectivement anticiper les choses. Qu'il y a comme Nicolas l'a rappelé, l'Inde a un système de réglementation d'échange, de réglementation des investissements étrangers qui fait que il faut déjà contrôler ce qu'on fait, étudier bien le dossier en amont. Une fois qu'on est en Inde, la réglementation d'échange fait que pour diverses raisons, on ne peut pas de façon automatique envoyer de l'argent par avance en compte courant d'associé. Donc concrètement, vous avez besoin d'argent, je fais un virement de compte à compte, ça ne marchera pas. Donc il y a d'autres solutions qui sont possibles, je ne rentre pas dans le détail, mais ce simple fait vous impose en réalité d'avoir un capital social suffisant pour au moins tenir le temps de faire les démarches qui vont bien. C'est-à-dire combien de temps ? Moi, la préconisation, mais là je vous renvoie après la question, mais la préconisation, c'est généralement il faut avoir de quoi tenir au moins 6 mois, 1 an, selon le business plan, selon l'activité en cause. Mais il faut avoir suffisamment d'argent pour gérer son besoin en fonds de roulement, au moins les premiers mois, le temps que l'activité ne serait-ce que démarre. Donc généralement prévoir 6 mois, 1 an d'avance, ça me semble dans la logique de prudence. Vous avez ouvert un bureau, Jérémy Grasset, en Inde de votre agence de voyage. C'est le genre de difficultés que vous avez rencontrées ? Oui, alors nous maintenant on a 10 bureaux en Asie. En Inde c'était le premier. Donc en fait ça nous a beaucoup appris. Et c'est vrai que maintenant comparé avec d'autres pays, il y a des choses qui sont beaucoup plus simples en Inde, qui ne sont pas encore mises en place dans d'autres pays en Asie. Mais par contre c'est vrai que la gestion du cash flow elle est importante parce qu'il peut toujours y avoir quelque chose un peu de soudain qui se passe. Et donc, en fait, il faut anticiper le non-anticipable. Alors, ce qui est très bien, c'est que autant les choses simples peuvent être un petit peu compliquées de temps en temps, autant les choses compliquées, on arrive toujours à trouver une solution. Et ça, c'est quelque chose qui est assez magique avec l'univers des affaires en Inde. C'est qu'on croit que c'est compliqué, qu'on est bloqué, etc. Et là, quelqu'un vient nous aider, un avocat, un expert comptable, ou des amis. C'est là où on parlait tout à l'heure des amis. C'est vrai que souvent, cette inclusion dans la société indienne, elle va aider à faire tourner une société parce qu'on a toujours besoin d'un deuxième avis, d'un troisième avis avec des règles un petit peu fluctuantes. D'accord. Sur la fiscalité maintenant, est-ce qu'on peut donner les principales différences ou les choses à savoir ? Alors globalement, comme je le disais, sur la partie fiscalité indirecte, pour commencer avec ça, sur les systèmes de TVA, il y a eu cette harmonisation au niveau indien sur l'ensemble du territoire avec plusieurs taux. Donc il faut vérifier de bien appliquer la bonne nomenclature. Il y a en gros 4 taux principaux qui sont applicables sur ces taux de TVA et donc il faut s'assurer qu'on est bien dans les clous en termes de nomenclature. Par rapport au système précédent où il y avait en gros 29 systèmes parallèles dans les États, c'est un progrès considérable.
Sur la partie fiscalité directe, donc la partie impôt sur les sociétés, on a un système qui est uniforme sur l'ensemble du territoire et depuis relativement longtemps. Pour les entreprises établies en Inde, c'est un taux d'impôt sur les sociétés qui est entre 31 et 35% en gros, en fonction de la taille des sociétés. Les sujets qui peuvent se poser, c'est des sujets de remontée de dividendes pour les sociétés françaises, qui sont des sociétés qui sont des sujets qu'on gère relativement facilement. Les deux grosses difficultés... C'est-à-dire, pour creuser un peu, c'est-à-dire qu'il y a là-dessus, il y a un peu de procédure administrative à faire, mais pour rapatrier l'argent et taxer les dividendes, mais ce n'est pas les sujets les plus complexes. Il y a deux sujets de complexité en Inde, pour moi, qui sont des points majeurs. Le premier, c'est les litiges fiscaux. Parce qu'il y a énormément de redressements qui sont faits et de contrôles fiscaux. Donc ça, il faut être prêt à être face à des contrôles fiscaux pour lesquels l'administration fiscale n'aura pas forcément raison, mais en tout cas, ils vont redresser des points et discuter de points. Donc ça fait partie des processus, je dirais, courants auxquels il faut être habitué, y compris pour des sociétés qui veulent être très, très compliant, donc qui veulent respecter à la lettre la réglementation. En France ou en Europe, ils seraient face à aucun redressement fiscal, et en Inde, ils vont avoir des discussions avec l'administration fiscale. Ça c'est un vrai sujet en termes de fiscalité. L'autre sujet, c'est la question des prix de transfert, et donc de savoir, lorsqu'on a une société française qui a une filiale en Inde, quel est le niveau de marge à laisser en Inde, quel est le niveau de marge qui peut être fait par la société française. Il y a parfois un peu de frottement là-dessus, donc ça c'est des sujets un peu techniques, mais sur lesquels il faut avoir une attention particulière. Pour moi, c'est les deux points à mentionner au niveau de la fiscalité. Et l'Inde est en avance sur la France, puisque l'impôt à la source est pratiqué depuis 10 ou 15 ans. Donc l'impôt à la source sur les... Comme dans la plupart des pays du monde. Comme partout. D'ailleurs. Et du coup, c'est intéressant, parce que c'était un grand sujet en France, et que peut-être que les téléspectateurs ont dans leur pays, mais... L'impôt à la source est normal en Inde, et aussi pour certains sous-traitants. C'est-à-dire qu'on va enlever une partie de la facture dès le paiement de la facture et le verser directement sur son compte. Et tout ça est centralisé par un numéro de fiscalité. Sur l'impôt sur le revenu, la tranche supérieure est de 30%. Voilà, pour donner un peu un ordre de grandeur sur l'impôt sur le revenu indien. Sur le droit du travail, est-ce qu'il est... particulièrement contraignant, on pourrait imaginer que non, et finalement je crois qu'il est très, très, très normé de mon niveau. Vous n'avez pas pu travailler, vous, quand vous étiez sur place? Non, moi je n'ai pas pu travailler, j'étais conjoint accompagnant. Alors j'aurais pu faire des démarches qui sont un petit peu complexes, certaines l'ont fait, voilà, notamment j'ai une amie qui travaille chez Chanty et qui l'a fait, donc c'est possible. En revanche, c'est pas si simple, il faut gagner un certain montant, voilà. Donc moi j'ai choisi de m'engager dans d'autres dimensions, sachant qu'il y a beaucoup de choses à faire en Inde, au niveau... caritatif en particulier, au niveau du bénévolat. Je travaillais au lycée français de Delhi, voilà, de manière bénévole. Donc voilà, d'autres champs aussi. Et Fabien Guingros, sur le droit du travail, pour une entreprise qui s'installe là-bas? Sur le droit du travail, c'est extrêmement intéressant. Comme vous l'avez dit, en fait, la plupart des gens ont cette image que le droit du travail indien sera, si ce n'est inexistant, extrêmement lacunaire. Et en fait, rien n'est moins vrai. Quand c'est mal anticipé, ça se solde par de terribles conséquences judiciaires ou autres. La réalité, c'est qu'en fait, il y a un droit du travail qui est segmenté, fragmenté selon le statut du salarié en cause. Alors, dans ce qu'il est, dans les deux composants du droit du travail qui sont les plus structurés, il y en a une qui va s'appliquer aux ouvriers, vraiment au sens industriel du terme. Donc, à partir d'un certain nombre d'ouvriers dans une usine, vous avez tout un corpus de règles qui sont extrêmement lourdes et honnêtement avec lequel il est impossible d'être à 100% en conformité. C'est impossible. Et de l'autre côté, vous avez une législation qui va concerner les employés de bureau, ceux qui vont être grosso modo les employés du tertiaire. Et là, attention, parce qu'on retombe sur des mécanismes décentralisés, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des législations, enfin il y a en réalité toujours une législation par État. Donc on se retrouve avec des surprises quand on commence à ouvrir des bureaux un peu partout en Inde, parce qu'il n'y a pas les mêmes règles de congés payés partout, il n'y a pas les mêmes règles de licenciement selon les États, donc prudence. Quand on est arrivé à New Delhi, on n'est pas forcément arrivé en Inde, quoi. C'est ça, si je peux résumer. On va écouter maintenant un témoignage puisque quand on arrive et qu'on crée une entreprise là-bas, il va s'agir de négocier, sur la négociation avec les Indiens. Témoignage de Mathieu Joux-Villard qui lui est conseiller du commerce extérieur, lui aussi. Une fois qu'on a compris
que les Indiens, par exemple, avaient besoin d'être rassurés parce que négociation pour eux est quelque chose d'émotionnel. Et donc, il faut absolument, en Inde, culturellement, avoir cette certitude qu'on a obtenu le meilleur deal possible. Si on donne ces signaux-là, si on sait à un certain moment interrompre la négociation et pas se laisser enfermer dans un processus de discussion qui n'a pas de fin, on arrivera effectivement à imposer un certain rythme. Une fois qu'on a compris que la signature du contrat n'est pas forcément la fin de la négociation, mais qu'une fois qu'on a signé un contrat, on arrive effectivement dans une deuxième phase de négociation qui, en général, n'a pas vraiment de fin, on s'y prépare, on pense le contrat en conséquence, on s'assure qu'on ne sera pas mis en position de faiblesse une fois que le contrat aura été signé, et on pourra en même temps, parfois, refuser de renégocier un contrat, et parfois, avoir cette flexibilité dont on a besoin dans un marché en perpétuelle évolution, avec un taux de croissance très rapide, et accepter de renégocier un contrat pour s'adapter à des conditions qui auront changé. Donc c'est un marché qui demande une certaine agilité, une flexibilité, une grande ouverture d'esprit dans lequel il faut être en même temps professionnel et rigoureux, donc toujours prendre des décisions informées. Mais si on fait les choses bien et qu'on fait montre d'un certain professionnalisme, il n'y a absolument aucun doute, l'Inde est un marché dans lequel il y a des parts de marché à prendre et il y a énormément d'argent à faire. Donc j'encourage tout le monde à considérer ce marché de manière très très sérieuse. Jérémy Grasset, ces aléas dans les négociations, dans les réponses qu'on peut vous donner, vous avez appris à les gérer avec votre agence de voyage sur place? Ça, c'est un geste qu'on voit beaucoup en Inde. Hein. C'est un geste important, en fait, qui veut dire oui et non, et qui, en fonction de l'accompagnement du regard, va dire des choses différentes. Et en fait, on n'a pas beaucoup parlé du hindi, mais en fait, le hindi, ça joue un rôle important quand on habite à New Delhi. Si on parle hindi ou qu'on comprend un petit peu le hindi, on entre en Inde, sinon on reste un peu sur le pas de la porte. Et en fait, le hindi, c'est une langue très polie dans un cercle fermé, mais très rude à l'extérieur. Donc on ne dit pas forcément bonjour, pas forcément merci, mais par contre, il va y avoir un subjonctif qui veut dire merci, qu'on ne perçoit pas au début. Et donc, en fait, dans les négociations, il s'agit de bien mettre en place un cadre, comme le disait Mathieu, important de confiance. Et une fois qu'on a la confiance, on peut arriver à des miracles de négociation. Mais il faut connaître un peu les techniques de négociation, avec notamment la technique de boire du chai pendant très longtemps et partager des éléments de sa vie personnelle, puisqu'une fois qu'on s'ouvre sur les 10 premières questions que beaucoup d'Indiens vont nous demander, eh bien, on va réussir en fait à rentrer dans leur perception de l'occidental ils vont réussir à nous raccrocher à leur système. Et du coup, on va pouvoir entamer une négociation sur un échange plus construit. Donc, en fait, il ne faut pas hésiter à investir du temps personnel pour aller plus vite dans des négociations business. Parce que l'erreur souvent que font les hommes d'affaires en Inde, ou même nous quand on est fatigué en tant qu'entrepreneur, c'est d'aller trop vite, trop directement. Une efficacité immédiate. Oui, voilà, c'est ça, je veux ça. Non, c'est pas du tout l'idée, c'est qu'on demandera ça à la fin. Il ne faut pas oublier que c'est une civilisation du riz. Et donc, pour le riz, c'est la coopération. On se passe l'eau. Nous, on est dans la civilisation du blé, on plante et c'est fini. La civilisation du riz, elle est beaucoup plus coopérative que la civilisation du blé. Donc, l'Inde du Nord est un mélange des deux. Donc, rude comme le blé et coopérative comme le riz. Juste, j'aurais qu'on reste 30 secondes sur le mouvement de tête que vous avez fait à nord de mon niveau. J'imagine que c'est sûrement quand on arrive en Inde et qu'effectivement on voit partout ça, ce mouvement qui veut dire à la fois oui, à la fois non. Comment on interprète finalement ? Écoutez, on comprend ce qu'on veut voir. Donc, il n'y a jamais vraiment de non. En fait, il n'y a jamais vraiment de non. Tout est toujours possible en Inde. C'est ce que disait Jérémy. Hein. Tout est toujours possible. Donc, et c'est vrai. D'ailleurs, tout se démêle finalement toujours. C'est l'adaptation. De toute façon, Et d'ailleurs, on en vient à le faire nous-mêmes. Hein. On se met à le faire nous-mêmes par mimétisme. On se surprend. Et c'est une école d'adaptation et d'ajustement sur laquelle il faut tout le temps s'adapter. Et donc, les questions de négociation que mentionnait Mathieu, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que pour un Indien, le contrat va être un point de départ. Mais ensuite, lui, il va être habitué dans le cours de la vie à ajuster les termes du contrat. Alors que pour nous, c'est quelque chose de fixé et de rigide. Il y a plein d'exemples, mais par exemple, il y a un constructeur automobile qui était face à une augmentation des taxes par rapport à la taille de la voiture. Le partenaire indien disait c'est pas grave, on va réduire la taille de la voiture. Et l'industriel français disait non, on a fixé la taille de la voiture en étant comme ça, on va pas revoir tout le design. Donc ça, c'est les mentalités aussi d'adaptation des sociétés indiennes et des businessmen indiens, où pour eux, ils ont un point de départ. S'ils arrivent
à quelque chose de totalement différent, même s'ils avaient prévu, ils n'avaient pas planifié ça. Pour eux, c'est normal. Voilà, c'est une école d'adaptation Finalement, c'est un constante, atout. et c'est un atout. C'est très un vrai. pratique. Alors c'est vrai. Parce que c'est dans l'autre sens, on l'utilise très rapidement dans l'autre sens. Ouais. On apprend Moi, très généralement, c'est une Fabien source de frustration pour des entreprises qui viennent en Inde et qui sont peu averties de ce principe-là, parce que très souvent, ça joue. En fait, on leur demande de s'ajuster à des contraintes, alors que eux vont rester très figés sur la conception continentale. C'est un contrat, c'est écrit en lettres de sang, il faut absolument pas y toucher. Et moi, il y a deux éléments qui sont extrêmement vrais auxquels je souscris. C'est d'une part la négociation, elle commence à la signature du contrat, ou plutôt elle perdure. Donc c'est la négociation permanente en réalité. C'est pendant l'exécution, même la fin doit se négocier, etc. Et il y a un deuxième élément, c'est ce que j'appelle la clause de force majeure implicite. C'est-à-dire que dès qu'il se passe un événement qui va impacter, qu'on n'avait pas anticipé, ou qui va impacter le contrat, très souvent les Indiens sont de façon légitime, ils considèrent comme absolument acquis ou normal le fait de devoir remettre en cause le contrat, revoir le mécanisme, etc. Ce qui généralement, alors dans les pire des cas, j'allais dire, est vécu comme une tentative d'escroquerie par la partie française qui va se dire, en fait, il se joue de moi, il va profiter de ma confiance, etc. Et à tort, en réalité, puisque la même flexibilité va venir jouer de l'autre côté quand on en aura besoin. Et parfois, il faut savoir faire preuve de souplesse là-dessus, parce que l'Inde fonctionne sur ce mode-là. On va écouter un dernier témoignage avant de se quitter sur la question que vous vous posez peut-être, vous qui nous regardez, c'est-à-dire quel visa choisir avant de partir en Inde, à New Delhi. Écoutez, Elisa Ketty, conseiller du commerce extérieur. Pour venir en Inde, il vous faut un visa de travail qu'on appelle l'Employment Visa, que vous demandez auprès du consulat d'Inde à Paris. Il y a certains critères, notamment un critère de salaire de 25 000 US dollars que vous devez avoir. Vous demandez ce visa auprès du consulat d'Inde. Une fois que vous l'obtenez, souvent pour une durée de 1 an, ensuite vous arrivez en Inde et vous devez vous enregistrer sur place auprès des autorités indiennes pour obtenir un permis de résidence. Je dois dire que dans les 10 ans où je suis en Inde, l'immigration en Inde a énormément changé et s'est améliorée, puisque beaucoup de procédures sont claires, avec une liste de documents clairs, et les procédures sont aussi online, notamment dans des villes comme Delhi. Pour la famille accompagnante, attention, il faut absolument être marié, et le conjoint ou la conjointe qui suit ne peut pas travailler sous le visa de famille accompagnante. Fabien Gagnereau, si vous devez donner un conseil sur le visa à choisir pour une entreprise qui veut s'installer là-bas, pour les salariés qui vont venir, qu'est-ce que vous leur conseillez ? Anticiper et prendre son temps, je crois que ça va être les deux mots-clés. Effectivement, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Si vous voulez créer une filiale et puis faire venir des salariés, là encore, entourez-vous de professionnels comme Elisa. Anticipez la chose parce que ça ne va pas nécessairement se faire rapidement. Un mot sur la problématique des visas, peut-être que vous la rencontrez moins maintenant que vous êtes bien implanté. Oui, maintenant qu'on est implanté, ça va, on est habitué. Ce qui est important, je pense, c'est de visiter l'Inde au départ, de prendre le temps d'aller visiter les campagnes indiennes pour bien comprendre l'Inde. Donc ça, c'est les visas touristes. Si on vient en business, on prend un visa business. Et si on travaille, on prend un visa travail. Et si on est journaliste, on prend un visa journaliste. Mais on n'essaye pas de passer de l'un à l'autre. Anne-Laure de Moliveau, un dernier mot plus globalement sur l'Inde. Est-ce que ça fait peur avant d'aller s'installer en Inde ? Est-ce que vous encouragez les gens qui nous regardent ? Vous leur dites allez-y, bien sûr. Moi, je dis allez-y, bien sûr, c'est formidable. C'est un dépaysement maximum à moindre distance, une distance tout à fait à portée de main, une aventure culturelle assez extraordinaire. Donc nous, on a complètement plongé. Par contre, il faut être prêt à plonger dedans. Voilà, plonger dans cette aventure indienne et cette culture. Et Nicolas Ribollet, au niveau entrepreneurial, c'est aussi une aventure qui vaut le coup. Les opportunités sont là. L'Inde est aujourd'hui dans une bonne phase économique avec entre 7 et 8% de croissance projetée sur les 2 prochaines années. Pour les entreprises françaises, il y a plein de secteurs dans lesquels investir. Il faut savoir s'adapter, être prudent, être bien entouré, et puis essayer de comprendre l'Inde et sa diversité. Donc de faire attention aussi à la complexité de ce pays, qui est un pays d'une extrême richesse culturelle et d'une diversité qu'on ne soupçonne pas depuis la France. Forte capacité d'adaptation, on a bien compris que c'était le maître mot si on veut aller à New Delhi. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Dans un instant, vous restez en Asie puisque vous allez à Phnom Penh, au Cambodge. Jai Hind.